Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la deuxième partie de l'enregistrement de Demey Fernand, réalisé le 20 mai 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne, le 20 mai 2009, Monsieur Fernand Demey, à Saint-Albert. Les deux brigades ont pris le maquis. Ah oui, les deux brigades ont pris le maquis. Et je vous assure que 42-43, ils ont bien aidé le maquis du Restal. Là. Ils ont aidé le maquis du Restal. Ah, oui, Vous pouvez préciser ce qu'ils ont fait? Tous les STO qui devaient partir en Allemagne arrivaient à la Lende par le train. Ils avaient un mot d'ordre et ils étaient pris. C'était pas les gendarmes s'en occupaient pas, mais ils étaient au courant de ce qui se passait et même la nuit, ils aidaient à les diriger, à les venir chez Monsieur Pasquet à Vic là. Et après, c'était les gendarmes de Saint-Albert qui les prenaient pour les mener avec Pierre Larue. Ils arrivaient à la Lende. Les réfractaires au STO commençaient. Ils arrivaient à la Lende par le train. En gare de la Lende, ils donnaient leur mot de passe, et leur mot de passe qu'ils avaient était connu par ceux qui les recevaient, donc il n'y avait pas de problème. De suite, ils allaient se restaurer et ils ne restaient pas dans la Lende, parce que la Lende, les gendarmes ne les voulaient pas. Parce que la Gestapo s'en serait douté que les gendarmes. Alors, ils essayaient de les dégager de la Lende le plus rapidement possible, en les aiguillant dans les bons chemins. Et ça, il faut le faire. Les gendarmeries étaient rares à l'époque de faire ce travail-là. Et ils se restauraient où à la Lende? Comment? Attendez. Où est-ce qu'ils se restauraient à la Lende? Ils se restauraient au restaurant Gauville, le bar où est actuellement le Crédit Agricole. Donc c'était un lieu important pour la résistance. Tout à fait. Il y a une plaque qui indique bien où a été déportée Madame Gauville, qui était celle qui tenait le restaurant là, avec son mari. Alors, quand la Gestapo est arrivée pour les arrêter, Madame Gauville et Monsieur Gauville étaient présents là. Alors, Madame Gauville, commençait à lui faire ses paquets. Et M. Gauville, il a dit, son mari, il a dit, avant que je parte, je vais aller soigner mes cochons. Alors, lui ont laissé passer une petite porte pour aller soigner ses cochons. Mais lui, il a fait le mur. Mais il n'est pas revenu. Alors, ils ont amené, pendant 3 jours, la Gestapo a siégé à la Lende pendant 3 jours, mais ils n'ont pas pu retrouver M. Gauville parce qu'il est venu ici au maquis du Restal. Et alors, c'est par la suite que Mme Gauville a été martyrisée parce que il voulait la faire avouer, elle n'a pas avoué certainement la totalité de ce qui se passait, Et alors, ils l'ont tué. Alors, le fils, Monsieur Gauville, qui lui il n'était pas dans la maison, le fils, celui qui est ici, qui a été déporté, qui était au maquis du Restal, le fils. Mais le père est resté aussi, mais il n'était pas dans le maquis, il était dans une maison. Chez Garrigue, à la cavale, voilà, chez Monsieur Garrigue, bougez pas, il faut que je cherche. Garrigue. Ah, il y a un lieu-dit. Le maquis du Restal est juste à côté, là. Où était Monsieur Gauville, là. Parce que lui, ils lui ont pas fait prendre parce qu'il était déjà âgé. Parce que Madame Gauville devait avoir dans les 60, plus de 60 ans, quand ils l'ont arrêté.
Et quel était son rôle? C'était un rôle de soutien à la résistance et de Oui, passage. tout à fait. C'était des résistances de première heure. C'est pour cela que, bon, à la Lande, Godman, qui était le dentiste, était très connu et bon, tout le monde l'avait, enfin, une bonne partie de la Lande l'avait suivi, quoi, là, hein. Et quand est-ce qu'elle a été arrêtée, Madame Gauville? Elle a été arrêtée au mois d'août 1940, oui, 1943. Au mois d'août. Sur dénonciation? Oui, par dénonciation, voilà. Par dénonciation, c'est là qu'il y a eu une grosse rafle à la Lande, là. La Gestapo y est resté 3 jours, hein, et tout le monde commençait à serrer un petit peu les fesses. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi de quelqu'un d'important pour la résistance dans la région, c'est Pierre Larue. Voilà. Vous l'avez connu? Vous pouvez en parler? Je l'ai connu parce que c'est lui qui m'a fait passer mon certificat d'études. Vous avez vu la belle maison là qui a été restaurée là, c'était l'ancienne école, c'était là où il faisait passer le certificat d'études. Et donc bon, j'ai eu une bonne mention pour mon certificat d'études. Et je sais pas, Monsieur Larue m'avait notifié et par la suite donc 2 ans après, la résistance est arrivée et il savait que bon, je faisais de l'abattage clandestin. Il est venu me trouver parce que lui, il se débrouillait pour nourrir plus de 100 hommes qui étaient au maquis. Alors, à Durestal? À Durestal, hein. À Durestal. Vous faisiez de l'abattage clandestin? C'était moi qui faisais l'abattage clandestin mais pas au maquis, là. Je le faisais chez moi. Il venait chercher la bête qui était morte et il l'amenait par l'intermédiaire de monsieur Larue, là. Donc vous faisiez de l'abattage clandestin pour Durestal? Voilà, pour Durestal. Il y a une omoplate que j'avais retrouvée, que peut-être c'était celle-là. Je l'avais mise parce que vous avez vu Durestal, comment tout a été fait sous terre. C'est pour ça que moi je suis époustouflé qu'on n'ait pas eu un maire qui ait pu prendre la décision plus tôt pour essayer de tout rénover ça, parce qu'il passe du monde à Durestal là. Alors cette omoplate, je l'avais pendue après pour faire voir que c'était la cuisine, voilà, ici là. Et l'abattage clandestin, ça consistait en quoi? Vous abattiez les animaux chez vous? Voilà, dans un hangar, et puis on le faisait de nuit aussi, pour pas que des fois les gens se trouvaient de passer. Même on avait de bons voisins, mais on avait toujours une confiance un petit peu limitée. Alors on le faisait de nuit, comme ça se faisait. Ils venaient le chercher de nuit, personne ne voyait rien, tout était lavé. Mais j'imagine que c'était compliqué ensuite à transporter une bête abattue, ça prend du volume. Ah non, mais je la coupais en 4, quoi. Elle était coupée par le milieu, ensuite coupée en 4, puis après elle était débitée sur place à Durestal, quoi. Donc les déplacements la nuit? Le déplacement, tout se faisait la nuit. On a travaillé beaucoup la nuit. Et donc cette logistique pour le ravitaillement, c'était donc bien Pierre Larue qui se chargeait de ça? Voilà, il passait dans les maisons qu'il connaissait déjà d'avance, soit des pommes de terre, soit un veau, un petit baricot de vin, là. Oui, il piochait d'un côté ou de l'autre, et puis le maquis arrivait à survivre, parce que il sortait pas beaucoup, hein. La journée, il bougeait pas, hein. Il restait sur les lieux, là. Et il avait du mal à trouver du ravitaillement pour les maquis? Ah non, mais enfin, il était tellement connu, c'était un homme, et puis de chasse. J'ai connu monsieur Larue par la suite, parce que c'était un ardent chasseur, et je l'ai fait remarquer à plusieurs. Il avait un tic, il avait un petit gilet, et il vous causait toujours avec un doigt où il remuait. Alors, un jour, je lui ai demandé la question, pourquoi c'est qu'il remuait toujours dans... Il me dit, voilà, il avait une défense sanglier grande comme ça, c'était un tueur de sanglier. Et si le maquis de Durestal s'est installé à Durestal, c'était un coin unique, parce que lui connaissait le coin, c'était un coin pour y chasser le sanglier. Et y chasser le sanglier avec une fontaine, c'était primordial.
une fontaine au milieu, en plein milieu. C'est là que, sans eau, un maquis ne pouvait pas vivre. Il pouvait avoir tout le ravitaillement, mais l'eau, comment la transporter? L'eau était sur place. Je ne sais pas si vous avez eu madame, la dame qui habite pas loin de la fontaine, du fond du but qu'on appelle. Cette dame, à l'époque, elle était toute jeune, elle avait 17 ans. Un matin, quand les premiers hommes du maquis se sont intégrés à du restal, elle voit des hommes tout nus qui étaient en train de se baigner en dessous de la fontaine. Elle allait chercher l'eau avec le bâton et les 2 seaux. Elle n'a pas pris l'eau, mais elle est revenue. Elle dit à son père, j'ai vu des hommes tout nus qui étaient en train de se laver, de se baigner. Oh, qui dit, n'aie pas peur, ils te feront pas de mal, sois tranquille. Et alors, elle allait chercher l'eau à une heure précise. Les maquisards avaient fait leur toilette, mais personne ne s'est dénoncé, tout est resté dans le calme. Hein. Donc, si je comprends bien, c'est parce que M. Larue était chasseur que le maquis a pu s'installer à Durestal. Oui, tout vient de là. Et puis bon, c'était un homme fervent aussi, anti-Allemagne, quoi, à l'époque, quoi. Là. Il était instituteur. Il était instituteur, et il était instituteur juste à la retraite. Si bien que quand ils ont arrêté Pierre Biratel, la Gestapo pensait de tenir l'instituteur de Saint-Albert. Hein. Et oui, alors, ce que j'ai appris de M. Marcoux, qui était l'instituteur de la Monzie Montastric, ils ont été tous les deux dans la cellule prisonniers à la caserne Changy à Bergerac. Et Marcoux m'avait dit, c'est effrayant quand j'ai vu Pierre Biratel qui n'avait qu'un œil, mais il avait un deuxième œil en verre, qu'il enlevait pour faire sa toilette. Et Marcoux, voyant cette cavité, ça l'impressionnait. Et alors, si Marcoux a réussi à s'échapper, c'est qu'il a demandé à aller, je ne sais pas, vous ne connaissez pas la caserne Chanzy à Bergerac, il y a la grande caserne, puis avant la sortie de la caserne, il y a des WC publics de la caserne. Là. Alors Marcoux avait demandé à aller au WC, tout en étant prisonnier dans la caserne Chanzy. Il est allé au WC, puis il a fait le mur, il a sauté par-dessus et il s'est évadé. Alors, pour Pierre Gardel, j'ai son discours qu'on lui a fait quand il a été enterré en 1945. Parce que Pierre Biratel, n'ayant qu'un œil, ils lui ont fait la Gestapo, pensant, je reviens toujours sur la même question, pensant qu'il tenait Pierre Larue, l'instituteur de Saint-Albert, l'ont martyrisé pour le faire avouer des choses qu'il ne connaissait pas, parce que Pierre Larue n'était pas au courant du maquis qui était installé à Durestal, où il en avait peut-être des initiatives, mais il n'en avait aucune connaissance. Biratel. Pierre Biratel. Alors, on l'a martyrisé, si bien qu'il a été libéré en 1944, il a été libéré parce qu'il était tout à fait au fin fond de la Pologne. Il a été libéré au mois de juin, au fin juin, au fin juillet, là, après le 8 mai, 45. Après le 8 mai 45. Et il est revenu, on l'a ramené à l'hôpital de Lyon, où ils disent bien que malgré sa libération, il n'a pas pu, parce qu'on lui avait crevé le treuil pour lui, pour le faire parler, il n'avait plus de vision, qu'il n'avait plus revoir, malgré d'avoir été libéré, qui n'avait pas revu le ciel français, quoi. Et il est mort en 1945 et il a été enterré à Périgueux. J'ai son discours qu'on lui a fait à Périgueux. Et tout à l'heure, on a parlé aussi de Goldman. Vous avez connu Goldman ? Ah oui, j'ai connu Goldman parce que tout à fait en 1941, il m'a soigné des dames.
Et à l'époque, il était dentiste. La semaine dernière, j'ai amené ma femme au dentiste. Et maintenant, bon, tout est électrifié. Lui, il avait à la main comme une machine à coudre, où il faisait tourner pour ouvrir une dent carrière, là. Et moi, c'est avec ça, je m'en souviens, qu'il m'avait arrangé, une dent, ouais. Et c'est par la suite qu'il est venu dans les bois. Que là, on s'est reconnu, quoi, là. Il me dit, ah, mais tu es un gosse, je t'avais, parce que tout à fait au début. Et alors, c'était dans la première réunion au début 1942 qu'il a fait sa première réunion à Sainte-Foy-de-Longas, au milieu des pins, là, que je vous ai dit là tout à l'heure, quoi. La première réunion, qu'on y était 6, là, il y avait nommé Pistre, nommé Chor, nommé Claire, à genoux, j'ai les noms. On y était 6. La première réunion qu'il y a eu au début de 1942. Vous y étiez? Oui, j'y étais, avec mon père, là. Parce que je suivais mon père, parce que il avait confiance en moi. Je savais très bien lire et écrire, et puis je notais tout ce qui avait été précis pour que, on ait de bons souvenirs, là. Et ça consistait en quoi, cette première réunion? Qu'est-ce qui s'y est dit? Il s'est dit, Gottman était un Polonais auquel il n'aimait pas les Allemands, et puis il disait que, un jour ou l'autre, on serait peut-être envahi par des hommes comme la Gestapo, qu'il fallait vraiment être solidaire et trouver à pouvoir vouloir se défendre un jour de se sortir ce joug allemand, là. C'était une sorte de réunion politique? Pas de politique, mais pour vraiment prévoir que l'avenir serait dur. Et il a été dur, l'avenir, à partir de cette époque-là. Et comment êtes-vous arrivé à Saint-Alvère, de Sainte-Foy-de-Longas jusqu'à Saint-Alvère? Vous êtes installé à Saint-Alvère vous êtes allé dans le maquis de Saint-Alvère, c'est ça? Oui. Oui, parce que les gendarmes connaissaient très bien le chef de la résistance à Sainte-Foy-de-Longas, qui était René Clair. Et il a dit, voilà, on veut monter un maquis, il faut que tous les jeunes, moi j'étais avec le groupe, du groupe, à l'époque c'était pas le groupe Marchandou, mais j'avais fait le parachutage avec Marchandou, qui aussi jeune a fait comme les gendarmes, a pris, parce que Saint-Marcel, ça a été la commune où il y avait autant en fonction des habitants qu'il y avait sur Saint-Marcel, il y avait autant de fausses cartes d'identité de gens se camouflés des alentours, de Lalande, de Pontour, de Bas-de-Fol, ils étaient tous venus se camoufler là à Saint-Marcel, parce qu'il y avait la facilité d'avoir une forte carte d'identité, et ainsi qu'à Sainte-Foy-de-Longas aussi, il y en avait pas mal. Où était le parachutage là, à la maison, c'était un nommé Favareille, qui était le propriétaire du terrain, là. Il savait très bien, mais il était âgé. On l'avertissait, mais il ne venait pas au parachutage, là. C'est à quelle date que vous êtes venu sur Saint-Alvère? Alors, à Saint-Alvère, moi j'habite ici à Saint-Alvère. Quand je suis été à la retraite, en 1965, j'ai pris ma retraite à 65 ans. On a vendu, j'avais une propriété à Sainte-Foy-de-Longas, et qui était très jolie, du reste la voilà là. J'ai 2 filles qui n'étaient pas intéressées, parce que j'ai ma fille aînée qui ont débuté dans les centres Leclerc, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée, elle a débuté en propriété d'avoir le centre Leclerc de Souillac avec son mari. Ensuite, ils ont eu le centre Leclerc de Sarlat et celui de Gramma en propriété. Et c'est eux qui ont vendu ces 3 magasins pour monter le Grand Trélissac à Boulazac, à Trélissac là. Ils en ont eu ras-le-bol, parce que ça devient la concurrence dans les grands marchés. Alors c'est eux ils ont monté une usine au Bug, Périfruit.
Périphicité qui est en périphérie. Et encore, il y a 2 mois et demi, je leur ai dit, j'allais chercher des pruneaux à Agen, parce qu'ils ont l'exclusivité de faire le pruneau d'Agen. C'est très bien, c'est très bon en pharmacie, et ils en sont pas maîtres. Ils sont exclusifs, si bien qu'il y a, avec le Conseil général, ils sont allés en Chine, au Japon là. Et j'ai ma fille, la deuxième, elle est restée 12 ans chez Renault, à Bergerac. Elle avait droit à la formation continue. La régie Renault à Paris voulait la faire suivre parce qu'à Bergerac, c'était un petit solde qu'elle avait. Alors, elle s'est faite porter malade, elle a passé le concours, elle a réussi à rentrer au ministère de l'Intérieur. Elle a été nommée à l'hôtel de police de Lyon. Elle est restée 12 ans à Annecy. On connaît très bien Annecy, c'est très joli, c'est un joli coin. Et puis, elle s'est faite muter il y a 10 ans qu'elle est ici à la préfecture à Périgueux. Et le groupe Marchandou, auquel vous avez appartenu au début, vous étiez son agent de liaison, c'est bien ça, Marchandou. Voilà. Oui. Qui était-il, Marchandou? Marchandou, c'était un sous-lieutenant de l'armée française et auquel il avait de grandes estimes avec le général Adeline. Et le général Adeline, le connaissant, et il y a des points par-ci par-là, au 6 juin, il l'a déclaré comme chef de la résistance pour le secteur, voilà, et il a monté son groupe, le groupe Marchandou, dont il n'a pas assisté. Il a assisté à la bataille de la Ribéry, que vous connaissez. Mais au 6 juin, il avait dit à Cerisier de ne pas se mettre après Signac parce que Montdidier brûlait déjà. Il s'était reculé parce que c'était un homme qui prévoyait, il savait faire la guerre. Hein. Et ensuite, après le 6 juin, le 21 juin, quand vous savez, au 21 juin, tous les chefs de maquis se sont retrouvés au restaurant qu'il y a au Bac de Sort, où dans la nuit du 6 au 7 juin, ils étaient tous démoralisés. Et Marchandou s'est repris, il a reformé ses hommes et on a fait la libération de Bergerac le 20 juin 1944. Et de là, on a été retrouvé donc la lettre à l'hôtel de Londres qu'avait laissé Casinelli. Et ensuite, c'est lui, Marchandou, qui l'a arrêté à Bordeaux, parce que quand on a fait la libération de Bordeaux, on a fait le siège de Royan avec lui. Et c'est là, moi j'étais le chouchou un petit peu de Marchandou, et c'est moi qui tenais l'intendance du groupe, parce qu'on était à Talmont, sur Gironde. On avait, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un joli petit coin, là, juste à côté de Méché. Et là, on a reçu le général Adeline, un père de famille qui était comme vous et moi. C'était un homme très simple, mais enfin, qui a quand même fait ses preuves sur le front de l'Atlantique, là. Et voilà, on a fait le siège de Royan, et c'est là que tout s'est terminé. Parole de résistants et déportés en Dordogne. Le 20 mai 2009, M. Fernand Demey à Saint-Albert, suite de l'entretien, cassette numéro 2. Tout à l'heure, vous avez parlé de Cerisier également, du groupe Cerisier. Oui. Vous pouvez parler de Cerisier ? Oui, j'ai son cahier de route de Cerisier, mais c'est-à-dire quand Godman a été arrêté, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui reprenne. Donc, vous verrez là de suite, Marchandou a été sollicité, mais non, il ne voyait pas prendre aussi grand que là. Alors, c'est Cerisier. Cerisier était, capitaine, mais il n'avait pas la tenue d'un homme militaire, là. C'est un militaire ? Non, ce n'était pas un militaire. Il a été promu au grade de capitaine, mais il était sergent, je crois, sergent-chef de l'armée. Mais on lui a reproché que et tant que Marchandou l'avait bien
notifié le 21 juin au matin de ne pas rester, de ne pas prendre position à Pressignac sur le champ de foire. Il valait mieux qu'il soit échappé, mais on ne se met pas tout un groupe, il ne savait pas faire la guerre. Voilà. C'est ce qu'on lui a toujours reproché à Cerisier. Parce que d'avoir fait tuer toutes ces personnes, bon, il y a eu plus que le groupe Cerisier. Parce que du groupe de Marchandou, on a eu aucun mort. Pourtant, on a suivi, mais quand Marchandou prenait une position, voilà, le champ de tir est ici, mais si ça chauffe trop, on se replie et on abandonne. Il prévoyait un plan de repli. Ah oui, il prévoyait toujours un plan de repli. Mais lui, c'était un militaire. Ah oui, c'était un militaire. Un militaire, si fervent, si le général Adeline l'avait choisi, du reste, il était parmi son état-major, faisait partie de l'état-major du général Adeline, de l'état-major de la libération, quoi. Et vous pouvez expliquer ce qui s'est passé à Pressignac pour le groupe de Cerisier? Le groupe Cerisier, il y a eu pas mal de monde, et c'est qu'on lui a reproché à Cerisier de s'être positionné à Antianoman, à Pressignac, voilà. Mais bon, je n'en discuterai pas plus parce que bon, Cerisier n'était pas un homme à savoir faire la guerre, voilà. Et je reviens un petit peu en arrière. Vous avez indiqué de passer de Sainte-Foy-de-Longa au groupe de Saint-Albert, dans la Résistance. Oui, à la Résistance. À quelle date à quelle période c'était? Vous en avez le souvenir? Oui, la période s'est effectuée à partir du 6 juin, voilà. À partir du 6 juin. Je savais que le maquis de Durestal existait, parce que par l'intermédiaire de M. Larue, il venait me trouver, il me dit, voilà, on te connaît une bête, on te l'amène. Et tu la tues, on vient chercher la bête, puis je savais que c'était pour le maquis de Durestal, voilà. Mais ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ne connaissaient pas le maquis de Durestal. D'y être été, parce que personne n'y allait. Il y avait, comment dirais-je, un piquet de garde, quoi, qui était tout à fait fervent, et il n'y avait que les hommes qui devaient rentrer ou qui connaissaient le maquis tel que comme la rue, quoi. Et donc à partir du 6 juin, vous passez sur Saint-Albert, mais c'est à quel maquis que vous passez? Quel est son nom? Attendez. Vous passez à quel maquis à Saint-Albert? C'est un nouveau maquis que vous rejoignez? Oui, on a rejoint ce maquis qui a été formé par Pierre Gardel, le gendarme, parce ils ont monté ce maquis à partir du 6 juin. Voilà. Il avait un nom, ce maquis? Non, le maquis de la Brandière. C'était le lieu-dit uniquement la Brandière, voilà, qui n'a pas duré longtemps, du 6 juin au 21 juin, voilà, 1944. Et après le 21 juin, qu'est-ce que vous avez fait? Après le 21 juin, c'est naturellement, comme je vous ai précisé, tous les chefs de résistance se sont réunis le 21 juin pour faire le point de ce malheur du 21 juin. 32 morts à Mouledier, 36 morts à Mouledier, 32 à Pressignac. Le moral était à zéro. Alors, ils se sont réconciliés, et puis bon, c'est là que Marchandou est reparti avec ses hommes, tout seul, voilà. Et vous l'avez suivi? Et moi, je l'ai suivi parce que là, je le connaissais très bien, et il comptait sur moi, parce que bon, on était venus, parce qu'il savait, entre chefs de résistance, que bon, les gendarmes de Saint-Albert et de la Lende, avait très bien organisé, était en bonne relation avec la résistance, voilà. C'était le coin favori pour tout notre secteur, voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait avec ce groupe? Quel était votre parcours à partir de ce moment-là? Avec le groupe Marchandou, voilà, on a fait la libération de Bergerac. Ensuite, on est parti, donc, libération de Bordeaux.
Mais ça a été vite fait. Et puis notre point de position à Talmont, sur Gironde, où on est resté là du mois de début septembre jusqu'au mois de février 1945. Parce qu'on a été relevé ensuite par le groupe, un groupe de Sarlat. Un groupe de Sarlat, je ne me rappelle plus, il faudrait que je le recherche. Et alors, on a été libéré au mois de février. Ce que porte mon certificat de modèle FFI national. Voilà. On a tout. Quand on a été relevé, le groupe Marchandou a été dissous, voilà, par la suite. Et sur Royan, vous étiez dans une unité, dans un régiment d'infanterie, c'était le 108e ou le 26e? Non, non. On était sous le commandement, les ordres du commandement. Attendez, je me rappelle plus. Vous étiez état-major, troupe d'opération, état-major, régiment Z du général Adeline. D'accord, merci. Et là, quelle était votre fonction? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez affecté? J'étais à l'intendance, là, c'est moi qui m'occupais des cuisines. Et c'est là qu'on avait reçu le général Adeline, auquel je garde un très 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 bon souvenir. Voilà. Et on n'a pas dit quelque chose tout à l'heure, c'est que vous étiez donc les groupes Cerisier et Marchandou, c'était des groupes de l'armée secrète, c'est bien ça? Ah ben oui, c'était l'armée secrète complète, armée secrète. Par la suite, c'était force française de l'intérieur, mais le début c'était armée secrète, l'AS. Vous avez été libéré en février 1945. Voilà, mois de février 1945. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes rentré chez vous? Oui, je suis rentré et puis bon, je me suis marié en 1947, donc 2 ans après. Et puis bon, il y a une petite propriété. J'ai fait de la fraise, on a fait du tabac. Et à l'époque, je m'en félicite parce que j'étais un des meilleurs planteurs, pour ainsi dire, des livraisons de tabac de la Lende. Et on avait un acheteur national qui habitait ici à Saint-Albert, monsieur mon ami, et il me disait que je faisais une qualité de tabac extrême, tout à fait. J'ai eu des expertises qui m'ont amené à passer toute une récolte en première catégorie, toute une récolte. Alors, les gens étaient jaloux. C'est vrai, j'ai toujours aimé à faire le travail bien fait et solidaire. Ensuite, le tabac s'est abandonné, j'ai fait la fraise. La fraise, j'ai débuté aux Anciennes Halles à Paris, où je me la livrais tous les 2 soirs. Tous les 2 soirs, je montais à Paris. Et j'ai débuté même à Rungis, à l'ouverture de Rungis. Mais quand Rungis a été... Alors ça se passait en 1956. En 1962, j'ai géré une propriété qui était à côté de chez moi. En 1962, ça a été la fin de la guerre d'Algérie. La nostalgie, c'est tous les Algériens qui rentraient en France achetaient une propriété et c'était de faire de l'arboriculture. J'ai planté 40 hectares de pommiers, pêchers et pruniers et poiriers. Voilà, c'est 4 catégories. Ça avait très bien marché, c'était joli, j'avais eu des félicitations, ce qui m'avait amené à connaître. Parce que quand je me suis marié, comme j'avais une petite propriété, j'ai travaillé pendant 5 ans à la coopérative de la Lende. Et j'étais pas le gérant de la coopérative, mais je faisais un petit peu le travail d'un gérant, voilà. Et je me suis appris à connaître toutes les formules d'engrais, connaître tout ce qu'il fallait. Alors, ce qui allait très bien dans l'agriculture. Et par la suite, quand j'ai abandonné, c'est-à-dire que la propriété que j'avais
plantée en arboriculture, elle s'est vendue à un mandataire du Nord qui avait acheté cette propriété. Et puis moi, je me suis orienté parce que là, j'étais salarié, ce qui m'a permis d'avoir une retraite de salarié un petit peu plus qu'agricole. Je me suis monté un portefeuille d'assurance auquel je suis parti à zéro. Ça a duré 10 ans. J'ai fait, comme je vous disais tout à fait au début, j'ai fait des expertises dans toute la France, auxquelles je peux m'exprimer. La commune de Saint-Émilion, en 1962, avait emprunté à la protectrice 10 millions pour acheter un terrain que la commune de Saint-Émilion a planté en vigne. C'est les conseillers municipaux qui travaillent cette vigne, et ce vin sert à l'intronisation du consul de la Vinée. 72 est arrivé, Saint-Émilion finissait de rembourser ces 10 millions. Entre-temps, dans la compagnie, il y a eu 3 successeurs, 3 directeurs de compagnie qui se sont changés. Je suis été invité et à la fin du repas, on m'a félicité en disant: Monsieur Demey, vous êtes le seul expert auquel, après un sinistre de grêle, nous n'avons eu aucune résiliation. Et vous n'avez pas ruiné la compagnie. C'est qui veut dire que je suis resté dans un juste milieu auquel j'ai contenté les viticulteurs ou céréaliers qui ont été indemnisés à juste raison, et je n'ai pas ruiné la compagnie. Ce qui m'a valu de faire une demande où je suis été désigné comme expert judiciaire. Et croyez-moi que je peux vous faire voir, j'ai tous les doubles. Les enfants pourront s'amuser. C'est tout des expertises que j'ai fait. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Demey. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.